Les habitants des îles grecques, situées juste en face de la côte turque, n'ont pas encore pris les armes. Ils n'en sont pas moins patriotes. Chez eux, le pinceau remplace le fusil avec de la peinture bleue en guise de munition. Nous n'avons pas peur. De quoi on devrait avoir peur? Tant que nous serons en vie, on se battra pour notre île et nous continuerons à repeindre notre drapeau ici, et peut-être même plus grand encore. Qui sait, si les Turcs le voient mieux, peut-être qu'ils finiront par comprendre un jour que cette île est grecque. L'île de Kalymnos se situe à tout juste 10 km des côtes turques. Et aujourd'hui, le trafic maritime vers l'autre rive est au point mort. Plus proche encore, l'une des îles grecques se situe à un jet de pierre de la plage de Kaş, dans la ville balnéaire turque voisine. Autrefois, les Grecs venaient y faire leurs emplettes. Aujourd'hui, les petites navettes transfrontalières qui reliaient l'île au continent ne sont plus qu'un souvenir. On se baigne encore, mais seuls les bâtiments militaires croisent dans le détroit. Les relations avec les Grecs n'ont plus rien de fraternel. Moi, j'aimerais bien qu'elles le soient, même si les événements récents montrent que nous ne sommes pas vraiment frères. Mais j'ai beaucoup d'amis qui vont régulièrement en Grèce et cela se passe toujours très bien. Bon, peut-être pas toujours. Disons que ces relations fraternelles, c'est ce dont je rêve. Mais en ce moment, on en est loin. Il y a une surenchère de part et d'autre et le ton est de plus en plus agressif. Voilà comment ça se passe en ce moment. La proximité géographique fait que tout ce qui est dit est interprété de travers et de façon agressive. C'est vrai qu'il y a eu des propos très durs, mais j'espère encore que ça ne va pas dégénérer et que chaque partie mettra un peu d'eau dans son vin. J'aimerais qu'on en revienne au stade où on en était l'année dernière. Mais la Turquie a récemment annoncé avoir dépêché l'Oruk Reis, son navire d'exploration gazière et pétrolière, pour une nouvelle campagne dans la région. Une annonce qui ravive la tension. Cette fois, la mission est censée durer jusqu'au 22 octobre. Il y a 2 mois déjà, ce navire qui porte le nom d'un pirate avait écumé la Méditerranée orientale pendant plusieurs semaines dans l'espoir de déceler la présence de gisements gaziers. Du point de vue du gouvernement grec, lors de cette première campagne, le bâtiment avait croisé dans les eaux du plateau continental de la Grèce. Les 2 pays convoitent le contrôle de ces zones maritimes au potentiel prometteur. Lors de la première expédition turque, la Grèce a dépêché des bâtiments de guerre et rapidement son voisin lui a emboîté le pas. C'est ainsi qu'en Méditerranée orientale, 2 membres de l'OTAN se font face. Et le même type de confrontation pourrait voir le jour autour de Chypre, où de riches gisements gaziers ont récemment été découverts. Pourtant, jusqu'à la fin de la semaine dernière, on croyait avoir perçu quelques signes de détente. Mais la tentative d'apaisement du gouvernement grec a été contrariée. Les bonnes relations de voisinage reposent sur le respect mutuel et la confiance. Et je ne peux que me répéter. Pour ce qui concerne la Grèce, la fin des provocations signifie le début de pourparlers exploratoires. Nous sommes donc prêts à démarrer les discussions aussitôt que nous constaterons que les provocations auront cessé. Ce travail scientifique, parfaitement inoffensif, ne menace absolument personne. Et pourtant, ils l'attaquent. Ce sont eux qui font tout pour attiser les tensions. Ils enchaînent les provocations. Nous espérons que nos voisins finiront par renoncer à ce comportement provocateur. Le gouvernement grec, de son côté, a fait savoir dans un communiqué que la nouvelle opération turque constituait une escalade importante et une menace directe pour la paix et la sécurité dans la région, tout en exigeant de la Turquie qu'elle interrompe la mission de l'Oruk Reis. La Turquie est le pays qui dispose de la plus longue bande côtière en Méditerranée orientale. Elle réclame donc d'obtenir sa part réglementaire du plateau continental. La Grèce, elle, explique qu'il n'y a pas que sa partie continentale qui lui donne des droits en mer Égée, mais aussi ses nombreuses îles. Pour l'instant, les 2 pays s'arc-boutent sur leur position. Pour résumer la position turque, je dirais que ni le droit international, ni la jurisprudence
ne prévoit que de si petites îles, si proches du littoral anatolien, puissent reposer sur un plateau continental d'une telle dimension. De fait, il ne s'agit donc pas d'un plateau continental. Voilà tout l'objet du conflit. La Grèce, inévitablement, devra faire des concessions sur l'accès aux ressources qui sont au droit de la masse territoriale turque, c'est-à-dire entre Rhodes et la Crète à l'ouest et Chypre à l'est, parce qu'on ne peut pas indéfiniment prétendre qu'un pays comme la Turquie, avec une telle masse continentale, n'a pas un accès raisonnable et proportionnel, disons, à la ressource en Méditerranée. Il y a 2 semaines, la Grèce avait fait un geste et s'était déclarée prête à certaines concessions. Effectivement, le temps est venu de faire certains aménagements. Nous y sommes bien arrivés avec l'Italie et l'Égypte. Il nous incombe maintenant de définir des délimitations plus convenables, aussi avec Chypre et la Turquie, même si nos conceptions diffèrent. Nous sommes au moins d'accord sur ce point, qu'il nous faut une solution pérenne, qui repose sur les valeurs internationales et sur le droit. Avant cela, des mots très durs avaient été prononcés. Fin août, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré que la Turquie n'allait pas se dérober devant le combat et qu'elle était prête à sacrifier des martyrs. Il y a un siècle, nous les avons bien enfouis sous terre, nous les avons rejetés à la mer, affirme-t-il ce jour-là. Erdogan avait aussi qualifié les Grecs de pirates et de bandits. De nombreux Turcs déplorent que les vainqueurs de la Première Guerre mondiale aient démembré l'Empire ottoman. Peut-on pour autant parler de nostalgie? En tout cas, beaucoup s'accordent à dire que le traité de Lausanne de 1923 a lésé la Turquie. Aujourd'hui, Erdogan et ses partisans réclament un élargissement massif des eaux territoriales turques. Sur la question des 12 miles, Erdogan a raison. Pourquoi? Regardez ici, c'est le continent. Mais si on applique ça strictement, toutes ces îles seraient turques. Il faut voir les 2 points de vue. Si chacun veut sa zone, qu'est-ce que ça donne? Au nom de quoi on leur donnerait tout ça? Vraiment, il faut réfléchir un peu. D'autres pensent que le comportement d'Erdogan trouve aussi sa source dans la situation politique intérieure. Tous les gouvernements utilisent parfois des questions de relations internationales à des fins de politique intérieure. Et la Turquie ne fait pas exception. Vous savez, l'économie turque va plutôt mal en ce moment. Donc la découverte de gaz ou de pétrole quelque part, ça pourrait donner une impulsion positive. De telles nouvelles peuvent être un moyen pour le gouvernement de détourner l'attention de la crise économique et d'autres questions intérieures. Et elles permettent de gagner du temps. Pour l'instant, sur les îles grecques, la vie quotidienne suit son cours. Ici, comme du côté turc, les touristes se font rares et la fréquentation des plages a diminué de 60%. Mais c'est davantage le résultat de la pandémie de Covid que des menaces du gouvernement turc. Erdogan essaie en vain de provoquer un affrontement militaire. Mais nos forces armées font preuve de professionnalisme et elles savent garder leur sang-froid. Elles ne lui fournissent donc aucun prétexte qui lui permettrait de parvenir à ce résultat. Erdogan veut provoquer un incident. Mais comme l'a dit notre état-major, si on en arrivait là, il ne s'agirait plus d'un incident, mais d'une véritable guerre. Voilà comment procède Erdogan. Il nous force à accepter des négociations de fond, alors qu'il n'y a en définitive qu'un seul point de désaccord avec la Turquie, le traçage de la ligne de frontière maritime et les délimitations de la zone économique exclusive. Cette ambiance de bataille navale, les nombreux pêcheurs des îles grecques l'ont déjà vécue. Mais on ne peut pas dire que les 3 frères, Pépos, Vassilis et Yorgos, s'y soient habitués. Le comportement belliqueux des Turcs les touche de manière beaucoup plus directe que la plupart des insulaires. Cela fait déjà plusieurs mois qu'ils subissent le harcèlement des pêcheurs et des gardes-côtes turcs.
Les Turcs nous volent notre mer. Ils nous volent l'eau, les poissons et ne nous laissent pas accéder à nos eaux territoriales. Ils nous menacent à tout bout de champ. Ils croisent notre trajectoire, nous visent avec des canons à eau, ils nous menacent même avec leurs armes. Les prétentions territoriales turques s'inscrivent dans une politique stratégique poursuivie depuis plusieurs années qui porte le nom de Mavi Vatan, c'est-à-dire la patrie bleue. Son objectif, faire de la Turquie une puissance navale de premier plan. L'architecte de la patrie bleue, c'est lui, Cem Gürdenis, un contre-amiral de la marine turque, tour à tour limogé puis réhabilité par Erdogan. Pour lui, la République turque est victime de l'impérialisme occidental et seule la puissance navale serait à même de garantir sa survie. La patrie bleue n'est pas un outil politique, mais c'est une doctrine géostratégique destinée à être mise en pratique, peu importe le parti qui est au pouvoir. Elle anticipe l'évolution future de la situation géopolitique et tient lieu de manifeste contre l'étranglement de la Turquie, contre son enfermement sur la terre ferme. C'est un manifeste pour éviter à la Turquie et à ses enfants de se voir interdire l'accès aux richesses maritimes sous-marines. Voilà pourquoi n'importe quel gouvernement turc peut faire usage de cette doctrine, si toutefois son but est bien la défense de l'intérêt national turc. Récemment, cette vidéo de propagande du pouvoir turc a donné le ton. Sur ses intentions en Méditerranée orientale, le message semble clair. Je ne suis pas certain que l'escalade récente a été planifiée avec un objectif géostratégique. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un outil de politique intérieure. La Turquie est fragilisée par une contraction de son économie qui est renforcée par la crise de la Covid. Sur de nombreux fronts, la Turquie fait du surplace, au propre comme au figuré. Regardez son engagement dans le nord de la Syrie, par exemple, ou en Libye, ou encore son positionnement dans l'actuelle crise du Haut-Karabakh. Tous ces chantiers ouverts simultanément illustrent la tentative de se positionner comme une puissance régionale omnipotente. Voilà le fond de l'affaire. Pour Ankara, ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si Erdogan a oui ou non réussi son pari, mais d'apparaître comme un acteur de poids dans la région, de montrer son importance et d'affirmer « nous sommes là et nous pouvons très bien représenter une menace pour vos intérêts ». Alors que la Turquie est soutenue par la Russie, différentes coalitions se forment pour contrer ces prétentions. La France, mais aussi les Émirats arabes unis, l'Italie, Chypre et les États-Unis se tiennent aux côtés de la Grèce. Et récemment, Israël et l'Égypte ont rejoint ce bloc. Le calcul d'Erdogan consistait à agir vite avant que de véritables alliances ne naissent de ces simples coopérations interétatiques. Erdogan a dû penser que le moment était idéal pour passer à l'offensive. Il a beaucoup misé sur le fait que les États-Unis, confrontés à la fois à la crise de la Covid et à l'élection présidentielle, prendraient peut-être leur distance dans la région. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a également parié sur le fait qu'Israël, l'Égypte, la France et l'Italie seraient également trop occupés et choisiraient de ne pas se mêler de la situation en Méditerranée orientale, de sorte que le différend deviendrait bilatéral et n'opposerait plus la Turquie qu'à la Grèce, et peut-être encore à Chypre. Mais là encore, il s'est trompé. Sur une rive, le christianisme orthodoxe, sur l'autre, l'islam. Pour le père Barnabas, les agissements turcs reflètent aussi une volonté claire de domination religieuse. Le prêtre l'affirme, si Erdogan continue à soutenir l'expansionnisme musulman, il sera lui aussi prêt à se battre pour défendre l'orthodoxie, qui bénéficie en Grèce du statut de religion d'État.
Bien sûr que je suis prêt. Je suis prêt. Je ne connais pas le maniement des armes, mais je serai aux côtés de mon pays. J'aiderai de la manière que je pourrai, bien sûr. Le père Barnabas n'a pas digéré qu'Erdogan ait transformé Sainte-Sophie en mosquée. C'est comme si quelqu'un essayait de s'installer dans votre propre maison. C'est un voisin qui essaye de vous la piquer. C'est ça la politique d'Erdogan. Moi, je crois qu'il ne veut pas se contenter de l'espace méditerranéen, mais qu'il veut aussi s'étendre dans d'autres pays. C'est à cause de son ego. Il veut être un nouveau sultan surgi du passé. Il veut laisser son empreinte et qu'on se souvienne de son nom. Je ne suis pas philosophe et je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ses jours sont comptés. Je ne parle pas de sa vie, mais de son rôle à la tête de l'État turc. Avec la Turquie, nous avons toujours eu des différends, mais lui, il crée des conflits qui n'ont vraiment aucun fondement. Le père Barnabas est un homme de paix. Mais lorsqu'un bateau turc fait son apparition devant sa chapelle, c'est Saint Georges, le tueur de dragons, qui se réveille en lui. Il dégaine alors son arme la plus redoutable, un drapeau orné de la croix grecque. L'OTAN et l'Union européenne tentent de jouer les médiateurs, mais s'opposent sur la question des sanctions contre la Turquie. Sur le fond, aucun point de désaccord n'a été réglé. En dernier lieu, ce qui est en jeu, c'est la maîtrise des zones économiques exclusives de la région, celles dans lesquelles un État détient le droit d'exploiter toutes les richesses naturelles disponibles, qu'il s'agisse des ressources halieutiques ou minières. Au début de l'année 2020, la Turquie avait conclu un accord avec la Libye, la Grèce en réaction avait fait cause commune avec l'Égypte. S'ils ne parviennent pas à un accord, ils pourraient tout de même porter leurs différends devant la Cour internationale de justice à La Haye. Et puis il y a encore une autre option, qui figure bel et bien dans le droit international. Celle-ci consisterait à décider ensemble que justement, ils n'arrivent pas à s'entendre sur la délimitation du plateau continental. Cela pourrait ouvrir la voie à une exploitation commune. C'est l'option dite de la copropriété. On ne cherche plus à résoudre les points de désaccord, mais à gérer une exploitation commune. Le gouvernement turc revendique le respect du droit maritime international, qui prévoit que des voisins doivent trouver un terrain d'entente en cas de conflit d'intérêts. La Turquie elle-même n'a jamais été signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ne se sent donc pas tenue de respecter ce traité. Mais pour Ankara, la mer ne peut pas appartenir à 10 millions de Grecs si 80 millions de Turcs doivent se contenter de la plage. Il faut que tout ça se passe avec une diplomatie correcte, non pas avec une diplomatie de gunboat, comme ils appellent, de bateaux militaires. On trouve, même au niveau de n'importe qui regarderait la carte qu'on propose à la Turquie, que c'est pas juste. Et c'est pas une histoire d'un caïd qui essaie d'imposer sa loi à l'Europe, c'est pas du tout ça. C'est que la Turquie sent que l'Europe défend une cause qui n'est pas juste. L'Europe qui se met complètement derrière la Grèce pour cette cause, c'est pas juste. Sous l'eau, il n'y a pas de guerre, pas d'inimitié, toutes ces choses. Sous l'eau, tout va très bien. On a des amis en face, et nous on vit avec eux et on veut vivre avec eux en paix. Et pour nous, la Méditerranée, il faut que ce soit une mer de paix. Moi, je préfère personnellement qu'il n'y ait pas de forage pétrolier du tout dans la Méditerranée, parce que je sais qu'un jour ou un autre, on aura une grande catastrophe écologique dans la région.
Une chose est sûre, le gouvernement turc a réussi à faire en sorte que la Méditerranée orientale se retrouve au cœur de l'agenda géopolitique. Et les sondages lui sont de plus en plus favorables. La personnalité du président turc, elle a toujours été faite de discours musclés. Ça a toujours été son style et son langage. La nouveauté, c'est que depuis à peu près 3 ans, il a été obligé de faire une alliance avec le parti nationaliste, MHP, pour garder une surface électorale suffisante. Et donc, sous l'influence du MHP, qui est anti-kurde, anti-européen, anti-occidental, eh bien, le discours s'est durci. Donc, vous avez à la fois le facteur personnel, qui utilise beaucoup la nostalgie ottomane, le retour à la puissance du milieu, etc., et l'influence des ultranationalistes. Comment alors démêler les chevaux? Est-il encore temps de négocier l'exploitation en commun du gaz et des zones économiques? Ces négociations pourraient prendre des années. Si la mer leur avait toujours été clémente, aujourd'hui, Pepos, Vassilis et Yorgos, les 3 frères pêcheurs, naviguent dans les eaux tumultueuses de la politique. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Personne n'est capable de nous dire où nous pouvons encore pêcher en paix. Les gardes-côtes nous soutiennent, bien sûr, mais ça reste dangereux et la tension est constante. On est toujours à la limite d'un incident. On ne peut tout simplement pas travailler en paix, car à tout instant, les Turcs peuvent essayer de nous éperonner. Nous sommes fatigués de cette situation. Du coup, nous préférons aller pêcher ailleurs, là où il y a aussi du poisson. Avant, pour pêcher la dorade, ils mettaient le cap à l'est, en direction des côtes turques. Mais ils savent que cette époque est révolue. S'il y a un accord avec la Turquie, ça ira. Sinon, ce sera la guerre. J'espère qu'ils arriveront à s'entendre. Les 3 frères se sont rabattus vers l'ouest, loin des côtes turques. C'est ici qu'ils pêcheront au moins jusqu'à la fin de l'année. Qui sait si d'ici là, une solution aura été trouvée. Le président Erdogan a fait résonner bien fort le bruit des bottes, assez en tout cas pour que la Grèce, l'OTAN et l'Union européenne comprennent que le statu quo ne pourrait plus durer bien longtemps.